Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce soir. Et je vous propose de partager avec vous trois histoires de confiance. L'une d'entre elles m'est arrivée et les deux autres sont des histoires de postiers. Je vous propose de commencer par ma rencontre avec un marchand de sable. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs. Un marchand de sable parce que j'avais besoin de sable pour refaire la terrasse extérieure de ma maison à Lyon. J'habite sur Paris. On est lundi, on est au mois de mars. Mon maçon arrive mercredi. Alors, j'essaye de commander mon sable en ligne chez mon marchand de sable, qui n'est autre que Leroy Merlin. Et très vite, je me rends compte que je n'arrive pas à commander ce sable en ligne. Alors, j'appelle le service client. Au bout de quelques sonneries, Isabelle me répond. J'expose ma difficulté à Isabelle, qui me dit très vite « Écoutez, madame, c'est normal que vous ne puissiez pas commander en ligne, puisque nous ne proposons pas ce service. Il faut que vous passiez acheter votre sable directement au rayon matériaux en magasin. » Là, j'entrevois la série de problèmes qui va se poser à moi, le premier d'entre eux étant de décaler le rendez-vous avec le maçon, que j'ai mis des semaines à imaginer. Je pense que tous ceux qui ont fait appel à un artisan dans cette salle voient très bien de quoi je veux parler. Et je me vois également commencer à vociférer sur Isabelle en lui disant « Mais comment ça se fait que Leroy Merlin ne propose pas ça ?» Elle va me répondre « Moi, j'y peux rien, ça n'a rien, c'est pas moi, pourquoi vous en prenez à moi ?» Je lui dirai « Ça n'a rien de personnel. » Et là aussi, vous devez tous revivre un moment, je pense, que vous avez déjà vécu. Et en fait, pas du tout. Isabelle n'essaie pas de m'endormir avec son sable. Et elle me dit « Écoutez, madame, vous avez raison. C'est pas normal qu'on ne vous propose pas ce service. Alors écoutez, je vais faire quelque chose. Je vais prendre sur moi. Cette commande, je vais la faire pour vous. Et je vais demander à mon chauffeur, dans sa tournée, de passer en priorité chez vous mercredi à 7h30 pour être sûr que quand votre maçon arrive, le sable soit là. » J'en étais bouche bée. Je l'aurais embrassée, Isabelle, mais vraiment comme une copine qui me rend un service quand on est vraiment dans la panade. Alors, je vous raconte cette anecdote parce que elle a soulevé en moi pas mal de questions. D'abord, je me suis dit, c'est arrivé, ça a été un peu exceptionnel cette histoire, est-ce que c'est arrivé parce que j'ai eu de la chance de tomber sur Isabelle? Si ça avait été Richard ou Alexandra, ils m'auraient peut-être pas du tout rendu ce service-là. Ou est-ce que c'est arrivé parce que c'est Leroy Merlin qui veut ça? Si j'ai eu de la chance, Leroy Merlin est sacrément embêté, parce que qu'est-ce qu'on fait de ces employés qui répondent aux clients, qui le satisfont et en même temps qui sont complètement hors process? À l'inverse, encore une fois, peut-être que ce n'est pas un hasard. Alors, j'ai voulu en avoir le cœur net et je suis allée taper sur Google « Leroy Merlin, relation client » et sur quoi je tombe? Très très vite, une des premières pages que je consulte, je vois que chez Leroy Merlin, on a associé les salariés à la stratégie de l'entreprise et que eux, ils ont décidé, les employés, de placer l'intérêt de leurs clients avant tout et de le considérer comme un ami. Chaque client doit être un ami. Alors j'ai trouvé ça assez rigolo, parce que c'est exactement ce que j'ai ressenti dans mon expérience avec Isabelle. Ça pose une autre question, cette histoire. Parce que finalement, j'ai retrouvé dans mon expérience avec Isabelle ce que je peux vivre avec mon boulanger ou mon boucher du quartier. Sauf que Leroy Merlin, c'est quand même un gros mammouth de la distribution. Donc ça pose cette question pour nous, les entreprises. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire du sur-mesure de masse? Comment être sûr qu'à chaque fois, on va tomber sur une Isabelle? Et puis, mon boucher ou mon boulanger de quartier, il va me rendre ce service parce que ça fait 10 ans que je viens lui acheter mon morceau de viande ou ma baguette de pain. Si un jour j'ai pas de monnaie, il va me dire écoute, c'est pas grave, demain tu me donneras ça, on s'arrange. Leroy Merlin, c'était la première fois que je commandais chez eux. Ils me connaissaient pas. Et pourtant, je me suis sentie reconnue, je me suis sentie comprise et valorisée. Donc je me suis dit, voilà, on parle beaucoup de connaissance client, mais avant de connaître le client, est-ce qu'il ne faut pas le reconnaître? La conclusion de cette première histoire, c'est de dire, finalement, comment est-ce qu'Isabelle, elle a réussi à fabriquer de la confiance avec moi? Comment est-ce qu'on arrive à fabriquer de la confiance entre la marque et son client? Peut-être qu'une partie de la réponse, c'est de dire qu'il faut réussir à trouver l'équilibre juste entre le respect des process et l'initiative personnelle de chaque acteur de cette relation client dans l'entreprise. Cet équilibre entre
process et initiative personnelle, c'est quelque chose qu'on connaît très bien à la Poste, notamment à travers nos facteurs, et j'en viens à ma deuxième histoire de confiance. Cette histoire de confiance, c'est l'histoire d'une factrice. Elle s'appelle Chantal, elle habite dans le Puy-de-Dôme, et tous les matins, au cours de sa tournée, eh bien, elle passe voir Marie-Claude. Elle passe voir Marie-Claude parce qu'elle a du courrier à lui distribuer, ou alors tout simplement pour lui faire un petit coucou, parce que Marie-Claude, elle est âgée, elle est isolée. Parfois, elle ne voit que la factrice de la journée. Donc Chantal se fait un devoir d'aller lui faire un petit coucou tous les jours. Tous les matins, Chantal, elle est accueillie par les poules de Marie-Claude. Et un matin, pas de poules. Elle se dit, tiens, c'est bizarre, pas de poules, qu'est-il arrivé? Marie-Claude n'est pas en vacances. Il se passe quelque chose, alors elle tambourine à la porte, elle appelle, pas de réponse, elle s'inquiète un peu plus. Elle finit par appeler les secours arrivent, défoncent la porte, retrouvent Marie-Claude étendue dans sa cuisine. Elle a entendu les appels de Chantal, elle a entendu taper à la porte, elle ne pouvait pas bouger ni répondre. Ce jour-là, Chantal a sauvé Marie-Claude. Des histoires comme ça, à la Poste, il s'en passe très régulièrement. Ce n'est pas si exceptionnel que ça. Les facteurs sauvent des vies assez régulièrement. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Pourquoi Chantal et Marie-Claude? Pourquoi cette histoire? Parce qu'elles se font confiance. Parce qu'on a confiance dans le facteur. C'est ce qui leur permet d'avoir ce type de comportement finalement assez extraordinaire. Elle vient d'où la confiance dans le facteur? On s'est interrogé de plusieurs choses déjà. Depuis Louis XI, la Poste existe, les tournées existent, et puis le facteur, il passe à travers ces tournées chez les gens, il rentre chez les gens. C'est un des seuls personnages aujourd'hui qui rentre chez les gens. Pour vous remettre un recommandé, un colis. On lui fait confiance aussi, ça c'est moins connu, peut-être, parce qu'il est assermenté, comme tous les postiers. Moi aussi, je suis assermenté et j'ai dû passer devant les forces de l'ordre, réciter une formule consacrée. Je fais le serment d'accomplir mes missions avec probité et honnêteté. Je m'engage à respecter scrupuleusement le secret des correspondances, etc. Si on enfreint ces règles, on risque des poursuites pénales lourdes et de très lourdes amendes également. Donc on fait aussi confiance aux facteurs pour ça. C'est un capital extraordinaire qu'on a, et aujourd'hui, il nous permet de proposer de nouveaux services à nos clients, aux collectivités, qui, dans un monde qui se digitalise de plus en plus, où on a besoin de plus en plus de proximité, elles n'ont pas forcément, elles, ce dernier maillon de la relation avec le client, et on leur propose de l'incarner à travers notre facteur. Alors comment ça se traduit? Par plein de nouveaux services qu'on est en train d'inventer. De la veille aux personnes âgées, du portage de médicaments, de la remise commentée d'un courrier ou d'un catalogue, où le facteur va délivrer un message oral en appui de la remise en main propre. Ces services, on est en train de les inventer, on peut les décliner dans l'absolu, on pourrait se dire à l'infini, tout est imaginable. En fait, pas complètement. Pas complètement parce qu'il y a une limite extrêmement importante, c'est qu'il ne faut pas qu'on brise la confiance que les gens ont dans le facteur aujourd'hui, qui est ancestrale, qui est une énergie renouvelable, mais qui peut être fragile. Si on fait de nos facteurs des VRP, si on les dote de mallettes avec plein de produits à vendre pour toquer chez les gens et leur vendre leur camelote, ça ne marchera pas. D'abord, ils ne voudront pas, et ils auront raison. Et puis, si jamais on arrive à faire ça, on briserait complètement tout le capital qu'on a depuis tant d'années. Donc notre challenge, nous, aujourd'hui, il est là, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à développer de nouveaux services, pour nous développer, pour aider nos clients à se développer, tout en préservant, en chouchoutant ce capital confiance qui est extrêmement important. Le sur-mesure de masse dont je vous parlais tout à l'heure dans l'histoire avec Isabelle, nous, on a la chance de ne pas avoir à le fabriquer, parce que c'est dans notre ADN depuis toujours. Mais encore une fois, c'est véritablement la pépite qu'il ne faut pas aller briser et corrompre. Alors, quelle réponse on peut donner à ça? Je pense qu'une partie de la réponse, c'est certainement de faire en sorte que le service qu'on rend aux entreprises et collectivités qui sont nos clients rencontrent le service du destinataire, qu'on rend au destinataire. Si on fait du portage de médicaments, on évite à Marie-Claude d'avoir à se déplacer pour aller les chercher. Là, tout le monde est gagnant. C'est la logique dans laquelle on est aujourd'hui. Alors vous allez me dire ici, on est parisien, alors elle est gentille avec son histoire de facteur, mais moi, mon facteur, je ne le vois pas forcément beaucoup. Et vous avez raison, pour certains d'entre vous, vous ne le voyez pas beaucoup, mais c'est certain que vous avez un lien avec la Poste, au moins à travers le bureau de poste. Et j'en viens à ma troisième histoire de confiance. Ma troisième histoire de confiance, c'est la prise d'une Bastille
celle que vous allez voir apparaître derrière moi, l'hygiaphone. Vous vous souvenez, l'hygiaphone? Vous vous souvenez le samedi matin quand vous vous réveillez en vous disant « Ah, j'ai un recommandé à poster, le bureau de poste, le guichet, la file d'attente. » L'hygiaphone dans lequel il va falloir que je parle 3 fois pour me faire comprendre. Je ne vous refais pas le sketch de Daddy Boone. Les gens derrière le guichet, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas, ils ont décidé de ne pas me servir aujourd'hui. Vous vous rappelez tout ça, hein? Et puis, l'hygiaphone, alors cette image est forte, j'ai tenu à la partager avec vous parce que un hygiaphone, ça sert à protéger, à se protéger de l'autre, ça ne crée pas du lien et de la confiance. Donc on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on peut avoir la peau de l'hygiaphone et du guichet? Ben, ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas, ça s'observe et ça s'écoute. C'est ce qu'on a commencé par faire, par écouter nos agents. Et parce que le plus difficile, ce n'était pas, encore une fois, d'abattre le guichet, c'était de faire en sorte que eux, nos agents, nos guichetiers, passent de derrière le guichet à un accueil client modernisé. Alors ils nous ont dit, nos agents, nous on trouve ça super, et d'ailleurs on ne demande que ça, hein, d'accueillir le client différemment. Mais il faudrait commencer par nous enlever tous les appels téléphoniques qu'on a toute la journée, le SAV qu'on a à traiter, et qui occupaient en fait les gens dont on ne savait pas toujours ce qu'ils faisaient derrière le guichet. En fait, ces gens avaient en charge le SAV. Alors on a créé un service consommateur. 3631 aujourd'hui, si vous avez un souci de SAV. Ils nous ont dit, super pour accueillir le client, mais ce qui nous prend aussi du temps, c'est les remises de chèques, les retraits de liquide. On a créé des automates pour les remises de chèques. Il y a des distributeurs de billets aujourd'hui dans les bureaux de poste. Donc ça a permis d'améliorer les conditions d'accueil et l'attente, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas encore complètement ça. Et en grattant, on s'est rendu compte que ce qui prenait le plus de temps, c'était d'attendre le client derrière le guichet. Donc on a créé un poste de directeur responsable client dans le bureau de poste, qu'on a positionné non pas derrière le guichet ni à côté, mais devant, dans l'espace public, dans la salle du public, qui était alors considérée non pas comme un espace postal, mais comme une extension du trottoir. Donc on a mis notre responsable guichet, enfin notre responsable clientèle dans cet espace. On a créé des espaces boutiques, des self-service, des caisses perpendiculaires à ces espaces pour faire en sorte que nos agents soient en conseil à côté du client et pas en face du client. Et puis, on a créé des process. 10 étapes clés. On a dit, voilà ce que doit être un parcours du client au bureau de poste. C'est 10 jalons. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a dit à nos guichetiers, à nos agents au bureau de poste, on leur a dit, vous avez ces 10 jalons maintenant, c'est à vous de nous dire localement comment est-ce qu'on va les faire vivre pour que l'accueil de chaque client soit une réussite. On leur a laissé les clés du camion une fois les grands principes des process établis. Aujourd'hui, l'attente, elle est passée de 25 à 30 minutes il y a 10 ans à moins de 5 minutes. La satisfaction client, elle a explosé, on est au-dessus de 95%, et nos postiers, c'est équivalent, ils nous disent « mais jamais on reviendrait en arrière aujourd'hui ». Que nous dit cette dernière histoire? Que, en faisant confiance à nos agents, en leur donnant les clés du camion, en les rendant autonomes et responsables, c'est eux qui ont réussi la transformation de l'accueil en bureau de poste. C'est finalement pas tellement nous. Et je reboucle ici avec l'ensemble de mes 3 histoires de confiance. Je pense, sincèrement, je suis convaincue que si on fait confiance à nos agents, alors ils inspireront confiance à leurs clients. Ils se sentiront valorisés, responsabilisés, et c'est eux qui sauront précisément quelle est l'action à mettre en œuvre pour les satisfaire, parfois même si c'est un petit peu hors process. C'est eux qui sauront doser ça. Nous, on ne saura jamais l'industrialiser. Et j'aimerais finir par un petit clin d'œil à Leroy Merlin, avec qui j'ai commencé. Je vous disais, voilà, à un moment, je suis allée chercher des infos sur Google, sur leur façon d'instruire cette relation avec le client. Les employés, ils disaient, voilà, il faut que notre client soit notre ami. Et puis, ils ont dit aussi cette phrase que j'ai retenue, et j'aimerais finir là-dessus. Ils nous ont dit, voilà, occupez-vous de nous, et alors, pour nos clients, nous ferons des miracles. Merci.